Business, l'heure H, l'invité. Actualité sociale évidemment très chargée. Ce soir, Philippe Louis, merci d'être avec nous. On va rappeler que vous êtes président confédéral de la CFTC. On va revenir sur la loi El Khomri. Ça y est, vous avez le texte, on le connaît bien. On va voir si tout est gommé, si vous donnez un chèque en blanc au gouvernement ou pas, ou si vous êtes un peu comme la CFTC qui dit qu'il continuera à peser sur les négociations. Mais avant, je voudrais revenir sur cette nouvelle qu'on a apprise ce matin, donc avec hausse du point d'indice des fonctionnaires. Vous faisiez partie des négociations. On a vu ça en deux temps. D'abord 1%, 1,2%, coupé en deux. Pourquoi? D'abord, sur le principe, vous trouvez que c'était nécessaire ou au contraire, toutes les primes, tout ce qui avait été construit autour de la rémunération des fonctionnaires était suffisant? Non, c'était pas suffisant, tout simplement parce que ça touchait pas tout le monde. Donc un gel du point d'indice depuis 2010, il fallait en sortir. On peut pas geler, sinon le système ne ressemble plus à rien. Donc une première avancée, non seulement on dégèle et on prévoit de se revoir. Alors après, quand on regarde depuis 2010, on a une perte de pouvoir d'achat de 6% ou 7%. Alors certes pas pour tout le monde, mais quand même pour pas mal de fonctionnaires. On rattrape 1,2%. Quand vous dites pas mal, c'est combien? Parce qu'en fait, on va quand même expliquer à nos auditeurs et à nos spectateurs qu'il y a des primes qui ont été primes d'ancienneté, il y a les avantages aussi de résidence d'enfants, etc. Il y a une sorte de salaire au mérite qui a été instauré. Quels sont ceux qui n'ont pas du tout été augmentés d'une manière ou d'une autre comme fonctionnaires? Vous avez une idée? Oui, tous ceux qui étaient au-dessus d'un certain niveau, en fait, on a garanti le pouvoir d'achat par un système qui redonnait du pouvoir d'achat à ceux qui en perdaient. Donc on a suivi un petit peu le pouvoir d'achat. Mais quand on était au-dessus par exemple pour les salariés les moins bien lotis, quand on était au-dessus d'un certain niveau, on n'avait pas droit à toutes ces... Donc tous ceux-là, en fait, ont stagné, se sont fait rattraper par les autres, et donc ceux-là, légitimement, ont perdu du pouvoir d'achat. Donc le dégel, pour vous, de l'indice, c'est une bonne nouvelle? Mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'il va falloir recoller un petit peu. On ne peut pas avoir une inflation et continuer à garder le même salaire. Alors maintenant, 1,1% puis 1,2%. En une heure, vous avez gagné 0,2%. C'est la négo. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Oui, non, mais à ce moment-là, oui, ça fait une heure à 600 millions d'euros quand même pour le budget français. Oui, non, mais c'est ça la négociation. Voilà, c'est aussi... Mais c'est invraisemblable, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais vu ça. En une heure, hop! Ah ben non, finalement, c'est pas 1, c'est 1,02. Vous auriez dû continuer à négocier, enfin... on aurait dû continuer à négocier. Oui. Bon, la séance s'était arrêtée là, donc on a arrêté de négocier. Mais c'est le jeu de la négociation. Chacun avance ses demandes et après on négocie, on essaye de se retrouver. Donc on a commencé à 1 pour la fonction publique, enfin pour le gouvernement. Nous, on était à 2, certains étaient à 6 et on s'est retrouvés et on s'est pas retrouvés. Il me semble que certaines organisations syndicales étaient à 3%, à 6%. Voilà, nous, on demandait 2%. Et on s'est retrouvés, la dernière proposition, c'est 1,2. Donc, c'est pas suffisant, mais c'est 1,2, c'est toujours mieux que... Et vous pensez que le gouvernement n'ira pas plus loin? Là, il me semble que les négociations sont terminées. La prochaine rencontre est en 2017. Donc là, maintenant, pour l'instant, le gouvernement n'ira pas plus loin, c'est clair. Alors, on va parler de cette loi El Khomri. Vous savez, BFM Business, vous pouvez le retrouver sur notre site, du reste. C'est avant projet de loi, en l'occurrence. On voit que plein de choses ont été biffées. Il n'y a plus rien qui fait mal, maintenant. Malheureusement, si, il y a encore des choses qui ne sont pas allées assez loin. Licenciement économique, on demandait que pour les groupes, en fait, le périmètre soit élargi et qu'on puisse aller voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur du groupe et pas seulement ce qui se passait en France. Alors, on a obtenu que, effectivement, le juge puisse aller contrôler que si une entreprise française d'un groupe est mise en difficulté, que ce ne soit pas quelque chose qui a été fait comptablement et occultement. Donc ça, on l'a obtenu. Par contre, nous, on estime que dans le groupe, les entreprises peuvent être aussi au minimum solidaires. Donc on veut aussi que s'il y a juste la France qui va mal et qu'on est dans un problème conjoncturel et que c'est un mauvais moment à passer, que les autres entreprises puissent aussi aider l'entreprise française, comme ça pourrait se passer d'ailleurs inversement. Oui, mais ça reste au niveau français. Vous me direz, c'est un peu bizarre, on peut difficilement imaginer d'aller voir avec un juge, à y voir au niveau américain, japonais, chinois, si on veut faire venir des investisseurs étrangers sur notre sol. Oui, mais on ne met pas en danger les groupes, loin de là. On dit l'entreprise en France peut aussi rapporter de l'argent au groupe. Bon, quand l'entreprise est en difficulté, on peut aussi aider cette entreprise à se rétablir pour qu'on puisse effectivement que le groupe garde son entreprise. Donc là, sur ce point-là, vous êtes
grosso modo satisfait. Quels sont les... On demande quand même que la loi évolue. On verra avec... il y a encore maintenant tout un débat parlementaire. Donc on présentera des amendements, on proposera des amendements aux parlementaires pour essayer de faire encore évoluer ce côté-là. Donc, mais pour aller, j'ai pas très bien compris à ce moment-là, pour aller... pour aller... Le juge puisse aller investiguer... Mais ça, c'est dedans. Oui. Le juge puisse aller. Mais qui ait une responsabilité sociale au niveau du groupe vis-à-vis des entreprises d'un pays et que ça ne soit pas juste franco-français. D'accord, bon, oui, ok. Autre amendement lié au licenciement économique? Alors, on n'a pas du tout parlé, là, dans les retouches qui ont été faites, de la médecine du travail. Et il y a des dispositions qui nous gênent beaucoup, notamment autour de l'inaptitude, du licenciement pour inaptitude, du reclassement pour inaptitude. Il y a des dispositions, par exemple, il est prévu que, à partir du moment où on propose un poste pour reclasser un salarié, si le salarié refuse le poste, on peut le licencier. Or, dans une entreprise, généralement, il y a plusieurs possibilités. Donc, il nous semble un petit peu léger de ne proposer qu'un seul poste et de ne pas chercher à lui trouver un autre poste pour pouvoir le garder, quoi. Donc, pour nous, toutes les possibilités de reclassement doivent être proposées. Ils les refusent toutes, il n'y a pas de possibilité d'en trouver d'autres. À ce moment-là, effectivement, si on ne peut pas l'occuper, on peut penser au licenciement. Mais on ne peut pas dégager la responsabilité de l'entreprise avec une seule proposition. Philippe Louis, au niveau justement vous savez, les PME sont très mécontentes, on dit que ça va être un véritable casse-tête, en plus qu'on n'a répondu à aucune de leurs attentes, notamment sur le CPA, on va revenir là-dessus. Sur la question du forfait jour, donc où il y a une sorte de mandataire syndical qui serait justement mandaté pour négocier. Il y a deux possibilités. Il y a soit effectivement un accord de branche qui peut prévoir, donc à nous de dynamiser aussi les branches. D'ailleurs, il y a une disposition qui a été reprise dans le projet de loi où on va mettre en place des comités de branche, où on va donner la personnalité morale à ces branches. Donc on va aussi réorganiser cette négociation de branches qui, de temps en temps, patinait un petit peu. Et on voit bien que du coup, on a 700 branches et on en a 200... 300 ou 400 qui fonctionnent. Donc il faut redynamiser tout ça. Et si le jour on arrive avec 200 branches qui fonctionnent, on voit bien qu'on peut avoir effectivement des accords de branche pour toutes les entreprises. Ensuite, s'il n'y a pas d'accord de branche, donc il y a effectivement possibilité de négocier dans l'entreprise. Mais négocier dans l'entreprise, nous, on estime que ça fait partie du dialogue social et que les organisations syndicales sont là non pas pour dire ce qu'il faut négocier, mais sont là pour aider les salariés, pour les conseiller, pour qu'ils puissent se retourner. Vous êtes présent dans combien d'entreprises, la CFTC? On est présent au moins dans, je sais pas, 20 000 entreprises. On doit avoir 15 000 délégués syndicaux, donc voilà, on est au moins dans 20 000 entreprises. Est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a un taux de syndicalisation qui est beaucoup trop faible dans les entreprises françaises et qui est responsable? C'est vous ou c'est le patronat? Mais je pense c'est déjà l'histoire qui fait ça. En fait, on a mis en place un système avec les accords de branche. À partir du moment où les organisations syndicales négocient au niveau de la branche, tous les salariés sont couverts et bénéficient des avantages que la négociation a pu apporter, sans être obligés de se syndiquer. Donc c'est quand même beaucoup plus simple et on n'a pas d'obligation de se syndiquer. Ensuite, historiquement, on a bien vu qu'à un certain moment, dans le Code du travail, on retrouve d'ailleurs une disposition qui interdit le prélèvement sur la fiche de paye de la cotisation syndicale. À un moment, on a essayé de freiner l'introduction des organisations syndicales dans les entreprises. Ça a été criant. C'était à l'époque, juste après-guerre, au moment de la CGT, et lié avec le Parti communiste. Voilà, on a essayé de... Et donc, ça c'est l'histoire. Ensuite, dans les entreprises, il faut voir les tailles d'entreprise. Alors, dans les grandes entreprises, généralement, on est bien présent, on a des syndiqués. Par contre, après, c'est l'éparpillement des entreprises. Oui. Dans une TPE, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec les salariés. Donc, on a du mal à les Quels sont les autres points de blocage à vos yeux? C'est pas vraiment des points de blocage, hein, si j'ai compris un tout petit peu votre état d'esprit, Philippe Louis. vous êtes plutôt d'accord avec cette mouture, restent des points à gommer. Donc, on l'a bien compris, licenciement économique, la médecine du travail. La médecine du travail, mais après, oui, après on est plus sur un principe de la branche. Je reviens sur la branche. On ne veut pas qu'en fait, à partir du moment où la branche n'a pas négocié, on renvoie directement à l'entreprise. Nous, ce qu'on dit, c'est que la branche, quand il y a des dérogations à donner,
la branche doit donner les bornes de ces dérogations, de ces négociations dans l'entreprise. On ne laisse pas l'entreprise sans qu'il y ait une certaine régulation, et c'est la branche qui doit le faire. Donc nous, on voudrait que la branche, en fait, puisse donner les bornes de négociation, dise voilà ce que vous pouvez négocier. Est-ce que vous serez dans la rue le 31 mars ? Alors, on ne sera pas dans la rue le 31 mars. Tout simplement, le mot d'ordre du 31 mars, c'est le retrait du projet de loi. Oui. C'est le retrait de la loi. Et nous, on ne demande pas le retrait de la loi. Pourquoi? Parce que dans cette loi, il y a aussi des choses positives. Les choses positives, c'est le CPA, c'est le droit à la déconnexion, c'est les dispositions sur les travailleurs détachés, et tout ça peut apporter aussi aux salariés. Ouais. Donc ça, bon, plutôt la deuxième mouture, beaucoup mieux que la première mouture. Je dirais que la deuxième mouture a déminé la première mouture. Les choses inacceptables ont été enlevées, que ce soit la barémisation des indemnités prud'hommes, bon, les licenciements économiques, on n'est pas satisfait, mais ensuite sur tout ce qui était dérogation sur le temps de travail, qui était... En fait, il reste plus grand-chose de fondamental dans cette loi, les deux points principaux. Alors reste un peu les licenciements économiques. Il y a beaucoup de chance, notamment grâce à vous, peut-être, ou à cause de vous, je ne sais pas, Philippe Louis, que ça soit bien gommé à l'Assemblée nationale. Hein. En tous les cas, vous allez jouer dans ce sens-là. Et on a vu l'article 30 sur la barémisation, elle a disparu. Il a disparu. Bon. C'est indicatif, oui, ça revient à peu près au même. Ça revient à peu près au même, on est d'accord. Il nous reste une petite minute. Je voudrais voir avec vous ce que vous pensez de l'imposition et de la retenue à la source. Le Medef dit à l'instant que ça va être très compliqué pour les entreprises qui ont déjà le compte pénibilité, qui ont le CPA, qui vont compliquer aussi. Maintenant, sans doute, l'impôt à la source. Comment est-ce que vous réagissez? L'impôt à la source a déjà un avantage pour les salariés. C'est que pour l'instant, vous payez vos impôts sur les revenus de l'année d'avant. Oui. Donc, quand vous partez à la retraite, vous continuez à payer vos revenus vos impôts comme si vous aviez des revenus normaux. Donc, ça, c'est à moins de prévoir et puis de mettre de côté, sinon ça vous met en difficulté. Quand, à la limite, si vous avez le malheur de perdre votre emploi, ben c'est pareil, vous continuez à payer vos impôts alors que là, on est calé sur l'année. Donc ça, c'est une bonne chose pour les salariés. Ensuite, nous, ce qui nous dérangeait, c'est que l'employeur puisse connaître le pouvoir d'achat du salarié par rapport au conjoint. Mais le système qui a été monté devrait gommer ça. Tout simplement, l'impôt sera ramené... Ben, oui, on y est favorable, parce que l'impôt sera ramené, en fait, à la hauteur du salaire. Donc l'employeur ne pourra pas savoir quel est le salaire de votre conjoint. Notamment en termes de capital, etc. et d'autres revenus, notamment aussi. Voilà, mais ça, il aura pas. Vous reconnaissez que ça fait un petit casse-tête quand même pour des PME ou des TPE? Tout ça, pendant les 2-3... Vous savez, à l'heure de l'informatique, regardez, on vous envoie votre fiche d'impôt, on a tous vos salaires, on a tout. L'employeur a rajouté une ligne avec un taux qui lui sera transmis par l'administration. Ça sera une ligne de plus. Voilà, c'est pas. Je pense pas que ce soit un casse-tête. On verra bien. Merci en tous les cas, Philippe Louis. On va suivre justement les amendements que vous allez déposer à l'Assemblée nationale dans le cadre de discussion de ce projet de loi El Khomri. Dans un instant, décodeur de l'écho avec Fabrice Lundy. Le vote des fonctionnaires vaut-il 2,4 milliards d'euros? Et puis justement, il viendra sur l'A380. Nous, on se retrouve demain. Oui. Demain, midi, le H avec Franck Tapiro. Merci, bonne soirée. À demain, midi.